Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de sport, mais pas forcément de la pratique du sport. Est-ce qu'on peut se revendiquer aujourd'hui pratiquant un sport lorsqu'on le fait en dehors de son terrain de jeu, en dehors du court, en dehors du tatami, ou en dehors des pistes ou en dehors du ring? Est-ce que certains sports se vivent plus qu'ils ne se pratiquent? Car en effet, tous les sports ne génèrent pas du business de la même manière. Certains le font via leurs athlètes et d'autres via leur art de vivre ou même la mode par exemple. La mode a toujours fasciné, la mode a toujours fait rêver et son rôle a souvent été de révéler des tendances dont elle va s'approprier les codes puis ensuite passer à la suivante. Ça a été le cas dans le skate, dans le punk, dans le streetwear et en ce moment avec le tennis qui nous intéresse particulièrement. Alors est-ce que le tennis est finalement un effet de mode? Et surtout, quel est son business model, particulièrement en dehors des cours? Parce que surtout lorsqu'on sait que Nike, par exemple, fait son chiffre d'affaires en chaussettes est plus important que son chiffre d'affaires en tennis. Donc c'est là où on cherche quel est le vrai business du tennis. Lorsque j'ai fondé The Ace Club en 2018, l'idée était de parler autrement du tennis. Comment se rassembler autour d'un sport individuel, comment essayer de le vivre comme un sport collectif, et surtout, comment le traiter, mais pas uniquement via un prisme de performance. Et aujourd'hui, nous avons l'une des plus grosses communautés, non pas de joueurs de tennis, mais d'amoureux du tennis. Donc cette communauté, elle est en Europe, donc très forte en France et en Italie, au Moyen-Orient, Dubaï, donc les Émirats et l'Arabie, et aux États-Unis, donc sur New York, Miami et Los Angeles. Aujourd'hui, effectivement, comme on le disait, le tennis est un sport qui se vit plus qu'il ne se pratique. C'est un lifestyle. 3 des 4 villes qui ont un grand chelem, donc Paris avec Roland-Garros, New York, l'US Open, et Londres avec Wimbledon, sont les villes où l'accès au tennis est le plus difficile. À New York, par exemple, il faut aller, si on veut avoir accès à des tennis libres, aller dans les parcs dès 5 h du matin, s'inscrire dessus pour espérer y jouer vers midi. À Londres, si on ne fait pas partie de ces clubs, de ces mêmes fameux members clubs assez élitistes, c'est compliqué de jouer, ou sinon il faut passer par des services de conciergerie. Et en France, à Paris notamment, plutôt, pour s'inscrire dans un club de tennis, les listes d'attente sont extrêmement longues. Donc, c'est bel et bien à travers l'art de vivre du tennis que l'on peut donc développer des choses. Donc le modèle économique vient à travers plusieurs choses. D'une part, il y a l'industrie de la mode. Et on l'a vu à travers plusieurs tendances. Le tennis arrive toujours à un point d'équilibre. Par exemple, lorsqu'on a, comme on vient de le voir, des tendances qui étaient très logo, assez ostentatoires, ou même lorsqu'on est passé par le streetwear, on est rebasculé de l'autre côté par une autre tendance qui a été le quiet luxury, old money, donc avec une mode un peu plus neutre, mais qui manquait quand même de reconnaissance, qui manquait de branding. Et donc c'est là où ce point d'équilibre arrive avec cette mode un peu tennis. Et d'ailleurs, le vêtement le plus emblématique du tennis a toujours été un best-seller intemporel. C'est le fameux polo que l'on peut porter dans toutes les occasions. Et ensuite, on a le fameux casual chic tennis wear avec les chemises Oxford, les fameux pantalons chino ou encore les nombreuses Rolex dont nous ne parlons pas. Mais c'est assez important de voir à quel point le lifestyle, qui n'est pas forcément un sport, fait partie en fait du business model de ce sport. Et à quel point il prend de la place aujourd'hui. L'US Open, qui a lieu en même temps que la Fashion Week de New York, cette année, pour la première fois, les looks des célébrités qui allaient à la US Open ont été recherchés 3 fois plus que les looks des célébrités à la Fashion Week. Donc ce qui est assez révélateur. Donc après la mode, il y a l'immobilier ou le real estate. Aujourd'hui, on le voit et nous sommes approchés par différentes entités dans ce sens-là. Là où autrefois, c'était une piscine ou un jardin qui servait à faire de la promotion un peu immobilière sur des espaces,
Aujourd'hui, on le voit dans la construction de terrains de tennis, non pas pour y former des professionnels, mais pour le lifestyle que ça y véhicule. Par exemple, à Milan, en ce moment, il y a des énormes résidences qui sont construites avec des terrains de tennis, et là où ils vont plus loin, pour un peu appuyer ce lifestyle, c'est qu'ils vont créer un clubhouse et une sorte de boutique qui va vendre les vêtements de cette résidence. Donc avoir un branding qui va aller avec cette résidence pour le rendre beaucoup plus désirable. Et là où c'est encore plus poussé, c'est que pour certains joueurs de tennis, donc par exemple si vous avez la chance, si vous en connaissez qui font partie du top 10, ils vont avoir des facilités, donc des énormes réductions pour avoir accès à ce genre de résidence. Pour les joueurs qui ont un classement plus faible, ça fait partie de leur plan de financement pour leur après-carrière, de venir bénéficier d'un plan immobilier de ce type. On le voit aussi, donc, à part l'immobilier, c'est une autre branche, le tourisme. Aujourd'hui, les terrains de tennis sont des prétextes à visiter certains endroits. On le voit avec la résidence Goldstein à Los Angeles, on le voit avec la côte Amalfitane en Italie et ses fameux terrains de tennis à Positano sur le lac de Côme, et même en France, dans certains hôtels, par exemple l'Eden Rock, dans le sud, ou encore le Cap Estel. Et notamment également, on le voit à Paris, où les tennis sont devenus des curiosités. Par exemple, dans le 15e arrondissement, vous avez ce fameux terrain de tennis de la Cavalerie, qui est sur un toit et qui est recouvert d'une chapelle en bois, où les abonnements annuels, lorsqu'on est abonné donc à l'année, on ne bénéficie que d'1 heure par semaine dans ce club, pour vous dire à quel point il est prisé, uniquement par son esthétique. Donc lorsqu'on a vu la mode, l'immobilier, le tourisme, il y a également l'hospitality. Les hôtels aujourd'hui veulent s'approprier ce vocabulaire. Et donc, on va avoir par exemple la naissance de Clubhouse à la place du fameux bar d'hôtel. Parce qu'effectivement, uniquement en renommant le bar de votre hôtel en Clubhouse, on a tout de suite un imaginaire d'habitués, de convivialité, et surtout, un imaginaire qui imagine, on y va en étant chic. Ce fameux lifestyle tennis, dont tout le monde raffole. Donc pourquoi aujourd'hui le tennis n'est pas une mode? Et tout ça parce qu'il bénéficie d'une base assez solide. C'est le second sport le plus populaire au monde, et c'est le deuxième sport comptant le plus de licenciés en France. Et une autre donnée assez importante, c'est que 80% des licenciés ont ou moins de 14 ans, ou plus de 35 ans. Donc ce sont ou des parents donc, qui payent pour leurs enfants, ou des jeunes adultes donc, qui ont un pouvoir d'achat assez important. Avant de rejoindre BETC, en tant que Head of Culture and Entertainment, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de Virgil Abloh avant le lancement de Off-White et avant qu'il rejoigne Louis Vuitton. Et nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est le pouvoir de la communauté. Grâce à ce pouvoir de rassemblement et d'organisation, auquel a fortement contribué les réseaux sociaux, la manière dont se diffusent les tendances aujourd'hui est inversée. Nous ne sommes plus donc du haut vers le bas, mais plutôt de la base vers le haut. C'est comme ça que l'on voit s'installer le streetwear, la culture sneakers, ou également même la diffusion du rap, où on a vu encore avec le passage de la flamme. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de créer. Il n'a jamais été aussi facile de créer, que ce soit des produits, de l'image, de la musique. Mais le plus important n'est pas de créer, mais bien de le diffuser. À qui est notre communauté? L'important, ce n'est pas de savoir à qui est destinées les choses, mais avec qui on le fait. Et que ce soit dans la mode, l'hospitality ou le real estate, le plus important, c'est d'avoir un narratif et une vision long-termiste, car les modes passent, mais les passions restent, et surtout dans le sport. Merci beaucoup.